Bonjour. Donc moi je m'appelle Sidonie Ruban, je suis de la promo 94. À la sortie de Centrale Lyon, ou même en fait en fin de deuxième année, j'ai choisi d'aller faire une formation complémentaire à l'école du génie rural des eaux et des forêts, parce qu'à l'époque je voulais travailler dans le domaine de l'environnement. Et en deuxième année d'école des eaux et forêts, j'ai fait un master ingénierie et gestion de l'environnement, c'était une des premières années du master commun aux mines, à l'ENGREF et aux ponts. Voilà. Je voulais absolument travailler dans l'environnement et finalement, je suis rentrée chez Air Liquide et je n'ai quasiment pas travaillé dans l'environnement pendant 20 ans. J'ai commencé quand même à m'occuper des impacts des usines d'Air Liquide sur l'environnement, mais très vite j'ai bifurqué sur les aspects sécurité, à faire des évaluations de risque, à mettre en place voilà, des outils de management de la sécurité. Et voilà, j'ai choisi entre une évolution qui était un petit peu limitée en fait dans le domaine de l'environnement dans une grande entreprise comme ça, et puis une évolution plus transversale en changeant de métier. Mais alors que, donc c'est intéressant de voir qu'il y a 20 ans en fait, dans un master comme l'ingénierie et gestion de l'environnement, on nous présentait le problème du changement climatique, mais c'était une petite partie du problème à aborder. Et puis, c'était encore un moment où des professeurs des mines venaient nous expliquer qu'il y avait un changement climatique, on en était bien persuadés, mais est-ce que vraiment l'homme avait une influence? Est-ce que finalement, on n'allait pas vers un refroidissement? On n'en était pas tout à fait convaincu. Voilà. Donc, et pourtant, le GIEC avait commencé. Enfin voilà, on était au tout début de la prise de conscience. Voilà. Donc pour faire vite, aujourd'hui, après 4 ans passés à New York en dehors du groupe Air Liquide, je viens de retrouver mon groupe préféré et je travaille à l'ingénierie en marketing sur l'aspect transition énergétique. Donc pour vous dire, la boucle est bouclée, je reviens à mes amours d'origine. Et pourquoi transition énergétique? Parce qu'aujourd'hui, l'ingénierie du groupe qui fabrique essentiellement des usines pour le groupe de production d'oxygène, etc., et ben, toujours à cœur d'aider ses clients. Et ses clients, c'est qui? Essentiellement, il va y avoir des aciéristes, des raffineries, des producteurs de verre, et tous ces clients, ben, c'est ceux qu'on voit qui vont alimenter Toyota par exemple, et Toyota pour le moment se préoccupe, comme on l'a vu, essentiellement de son émission carbone sur son site, mais c'est bien qu'elle va à terme demander de l'acier décarboné, et donc les aciéristes commencent à travailler sur comment décarboner cet acier et se retournent vers Air Liquide de temps en temps, et pour voir comment aider les aciéristes à faire de l'acier décarboné. Voilà, mais ce n'est pas du tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que durant mes 4 années à New York, j'ai voulu m'impliquer d'une façon plus personnelle et en faisant du volontariat. Et j'ai découvert un mouvement citoyen. Alors, ça partait du fait que j'organisais à New York des salons climat, parce qu'à New York, on rencontre beaucoup de directeurs de grandes entreprises, du luxe, de la banque, qui sont à milieu encore des problématiques du climat. Donc j'organisais des salons climat pour présenter tout ce qu'on a vu là, leur dire qu'il était temps d'agir et que eux, dans leur positionnement, ils avaient les moyens d'agir, et leur expliquer comment faire un bilan carbone et ce que c'était, etc. Donc j'ai fait tout ça parce que je suis convaincue que la transition va passer par la prise de conscience des entreprises et le changement des entreprises. Mais j'étais aussi convaincue que ça passerait avant tout par les problématiques de politique.
Et c'est ce que j'avais vu aussi en travaillant chez Air Liquide en recherche dans l'hydrogène énergie il y a 10 ans, à côté d'une équipe qui travaillait déjà sur la capture du carbone. C'est qu'en fait, cette équipe, typiquement, Air Liquide avait 20 personnes qui travaillaient sur le sujet en recherche il y a donc tout juste 10 ans, en 2007-2009. Cette équipe a été arrêtée net en 2009. Pourquoi ? Parce que s'était mis en place en Europe un marché des droits à polluer, l'ETS, les Emission Trading System, qui devait mettre un prix au carbone. Et ce marché et le prix du carbone s'est effondré à ce moment-là, c'est-à-dire qu'alors qu'il avait été mis en place à peu près, je ne sais plus, 20 euros la tonne, dans les années 2009, il est tombé peut-être à 5 euros la tonne, je ne sais pas exactement. Enfin, toujours est-il que ce prix ne justifiait plus les développements dans les développements, donc bas carbone, hydrogène et capture de carbone, etc. Donc j'ai réalisé en fait de l'intérieur, en tant que chercheur à ce moment-là, l'impact économique que pouvait avoir le prix du carbone. Je reviens à mon sujet. Pardon. Ah oui, pardon. Alors, c'est comme ça. J'ai découvert donc à New York un mouvement qui s'appelle Citizens Climate Lobby. Alors le mot lobby en France peut avoir une connotation assez négative parce que, en tout cas dans le grand public, pas trop chez les industriels, mais beaucoup dans le grand public, parce qu'il est associé justement à des idées de défense d'intérêts industriels avant l'intérêt commun. Sauf que quand un lobby devient citoyen, et bien justement, c'est pour défendre des intérêts communs des citoyens. Donc c'est ça qui m'a plu. Et pour dire vrai, je l'ai découvert avec l'arrivée de Trump, comme quoi Trump a eu des quelques bons impacts chez beaucoup d'Américains aussi. Alors je vais peut-être... comment dire ? Est-ce que je raconte ça? Je vais quand même raconter ça. Quand j'ai découvert en fait Citizens Climate Lobby, je savais déjà que ce qu'il nous fallait, c'était un prix au carbone. Et effectivement, 97% des scientifiques et 80% des économistes, je crois, sont convaincus que le réchauffement est réel, qu'il est causé par l'augmentation des gaz à effet de serre, que l'activité humaine est responsable de la quasi-totalité de cette augmentation. Mais au-delà, ce que j'étais en train de dire, c'est que 80% des économistes sont persuadés qu'il faut un prix au carbone pour répondre à notre problématique. Pourquoi il faut un prix au carbone? C'est très simple, on en a parlé pas mal, mais je trouve que c'est assez visuel de voir ces augmentations de... l'utilisation de combustibles fossiles depuis 1860, mais depuis 1960, encore plus depuis les années 60. En fait, il faut savoir que si on veut être sur la courbe à 1,5 degré, il faut revenir aux consommations énergétiques qu'on avait dans les années 60. Bon, on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Mais pour être sur ces trajectoires-là, en fait, ça n'est pas très compliqué. Et on a une bonne solution. Qu'est-ce qui ferait une bonne solution? D'une part, il faut une solution qui soit de grande ampleur. On sait que c'est un problème qui est mondial. Il faut qu'on arrive à avoir une solution commune. Il faut également que cette solution, elle permette au choix individuel de se faire en conformité et au choix et aux entreprises de faire des choix qui tiennent compte des effets négatifs des émissions fossiles et du CO2. On souhaite que cette solution elle soit équitable et durable et on souhaite qu'elle soit saine pour la planète. Qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est donc imposer un prélèvement sur la production ou l'importation de combustibles fossiles. L'idée, c'est effectivement, on fait une taxe carbone, sauf qu'au lieu d'avoir cette taxe carbone simplement au niveau, par exemple, comme on l'avait en France, du combustible qu'on va mettre dans sa voiture, de l'essence ou du chauffage, on va l'imposer à la source, on va l'imposer au puits, on va l'imposer aux importations d'énergie fossile.
Le gros intérêt de faire ça, c'est que ce prix du carbone, il va être imposé à toute l'économie et de façon proportionnelle aux impacts CO2. Et la nouveauté que j'ai découverte aux États-Unis, c'est au lieu de garder ça au lieu de garder cette taxe pour en faire autre chose ou pour avoir des investissements publics, on redonne l'entièreté des bénéfices aux citoyens sous forme d'un revenu climatique. Pourquoi ça a un intérêt de faire ça? Alors d'abord, avant de montrer pourquoi ça a un intérêt de faire ça, je voulais parler des succès déjà de ce type de solution. En fait, c'est une solution qui a été prônée au Canada par Trudeau. Trudeau a fait la chose suivante, il a demandé à toutes les régions du Canada de mettre en place un prix du carbone selon la méthode qu'il souhaitait, que chaque localement il souhaitait. Il y a des provinces qui ont mis en place un système comme on a en Europe d'émissions de carbone, enfin de Emission Trading System. Et puis il y a des provinces qui, en particulier, étaient celles qui produisaient du pétrole, qui n'ont pas voulu mettre en place de choses. Et donc Trudeau leur a imposé une solution qui est en fait celle prônée par le lobby climatique des citoyens. Voilà, ça date de 2019, hein, d'avril 2019, donc on n'a pas évidemment beaucoup de recul et le prix est encore relativement négligeable, donc les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, c'est-à-dire que le prix est à 20 $ la tonne, donc inférieur à ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Deuxième chose qui s'est passée aux États-Unis sous le gouvernement Trump, à la Chambre des représentants, il y a l'Energy Innovation and Carbon Dividend Act qui a été introduite et qui a déjà qui est soutenue par 73 co-sponsors, qui est bipartisane. Donc la grosse force en fait de cette solution, c'est qu'elle est soutenue à la fois par des démocrates et à la fois par des républicains. Et on sait qu'aux États-Unis, si on voit on a besoin de ce bipartisanisme pour avoir des solutions long terme. Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué comme solution, avec en plus un ajustement carbone aux frontières, ce qui est indispensable et ce qu'on souhaite faire également en Europe. Et un ajustement réglementaire, parce que si vous mettez ça en place, il y a des tas de réglementations sur des secteurs particuliers que vous pouvez supprimer parce que ou vous pouvez juste le rajouter. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de nombreuses études économiques montrent l'intérêt de ce type d'émission, de solution. Elle permet à elle seule 40% des réductions des émissions d'ici à 2030. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce qu'on a en Europe. Évidemment, ça va dépendre de l'augmentation de prix, mais c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Ça incite à l'investissement public et privé. Aujourd'hui, il faut voir que le monde entier investit encore énormément et majoritairement dans les énergies fossiles. Si vous voyez l'introduction en bourse de Saudi Aramco cette semaine, c'est la plus grosse levée boursière jamais faite, avec 26 milliards de dollars levés. Donc en fait, mettre un prix au carbone, donner une visibilité à long terme sur l'augmentation du prix de carbone, c'est ce qui permettrait aux investisseurs aujourd'hui de ne pas investir dans Saudi Aramco. En Europe, on a donc mis en place, et s'il y a juste une chose que je voudrais que vous reteniez de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'aller voir climateincome.org, ce site internet qui correspond à une initiative citoyenne qui a été lancée en mai 2019, donc au niveau européen. Je pense que vous savez, les initiatives citoyennes, ce sont des propositions des citoyens européens, que chaque citoyen européen peut faire au niveau européen pour une nouvelle réglementation. Pour pouvoir être prise en compte et avoir, avoir le droit à une audition au Parlement européen et à la Commission européenne, il faut que cette pétition atteigne 1 million de signatures avec un seuil par pays, dans 7 pays différents d'Europe.
Aujourd'hui, on a énormément de pays qui contribuent et qui signent régulièrement cette pétition. On en est à 1% en France. Au Danemark, ils en sont à 40%. Ça vous donne une idée de tous les pays qui ont déjà signé cette pétition, enfin tout tas de citoyens qui ont déjà signé cette pétition. Aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est, et ce qu'on a commencé depuis septembre, c'est à créer le groupe France. Donc vous voyez ici, ce sont tous les groupes citoyens qui existent de ce mouvement du lobby climatique des citoyens. Et l'objectif principal de notre groupe en France, ça va être de signer, de faire connaître en fait cette solution de prix du carbone et de redistribution sous forme de revenus climatiques. Voilà, on est un tout petit groupe pour le moment de volontaires. Uniquement des personnes qui travaillent la journée et qui font ça leur soirée ou leur week-end. L'idée, c'est de à la fois faire connaître qu'est-ce que c'est qu'un prix au carbone, pourquoi le revenu climatique est équitable, et puis de faire émerger cette volonté politique globale de mettre en place cette solution. Merci Sidonie.